tout ce qui est sauvegardé en mémoire suit la convention petit boutisme. Les instructions à risque 5 fait partie des données binaires qui sont stockées en mémoire. Et donc, l'octet de poids faible est stocké en mémoire en premier. La microarchitecture, c'est ça, connaît que le code d'opération se trouve toujours en premier et comme conséquence, on fait le décodage de chaque instruction en regardant le code opération, ce champ. Par la suite, on regarde les autres champs impliqués dans le décodage, comme func3 et pour certaines instructions func7. Et en fonction de l'information qui est encodée dans ces champs, on effectue les actions nécessaires. Les instructions sont encodées sur 32 bits, 4 octets. Les instructions doivent être alignées sur 32 bits ou 16 bits avec l'extension C et comme conséquence, avec l'encodage de 32 bits où chaque octet est adressable, les instructions, les adresses d'instructions sont multiples de 4. Cela implique pourquoi le bit 0 n'apparaît pas dans les codes machine pour les instructions de type B et G, l'encodage, parce que ça vaut toujours 0 et on n'encode pas ces bits de manière explicite dans le code machine. Maintenant, on va regarder avec vous les programmes qui permettent d'accéder aux champs dans le code machine. Et le premier exemple, ça c'est le programme immediate.s affiche la valeur de l'opérande immédiate d'une instruction de type I. C'est-à-dire qu'on va regarder le code machine, on va extraire l'information qui est encodée dans le code machine dans le champ immédiat et par la suite, c'est ça, on va retourner, on va afficher cette valeur. Donc, on va faire d'abord l'opération add immédiate et par la suite, la même chose va être effectuée pour l'opération store word qui est de l'autre type. Donc, add immédiate suit le format, le type I et store word est de type store. C'est-à-dire que l'information sur constante immédiate est encodée dans les différents champs pour ces deux types d'instructions. Pour exécuter les exemples, faites attention aux commentaires. Donc, ici, dans le code, on spécifie qu'est-ce qu'il faut activer pour que le code s'exécute. Comme vous voyez ici, pour exécuter ce code, l'option Self-Modifying Code du simulateur RARS doit être activée. Ça, c'est dans les settings. Comme vous voyez ici, Self-Modifying Code, et on va travailler sur MIPS, pardon, risque 5, 64 bits. Voilà. D'abord, je vais exécuter. Et comme vous voyez, ça, c'est les constantes qui s'affichent. Mais maintenant, on va regarder de quelle façon on peut extraire l'information à partir du code machine par biais de programmation. Le code est là. Nous avons les instructions à décoder. La première instruction se trouve à l'adresse ici. Ça, c'est l'instruction add immédiate
qui additionne le contenu de S1 avec constante moins 1234 et le résultat est placé dans S0. Et là-bas, cette adresse est associée à l'instruction store word. Store word manipule les instructions, manipule les opérandes qui sont stockées en mémoire. Donc ici, on stocke, on sauvegarde le contenu du registre S0 à l'adresse spécifiée là, c'est-à-dire que c'est le contenu de S1 plus le déplacement, 1234. Qu'est-ce que nous intéresse? C'est vraiment d'extraire ces deux code immédiate à partir du code machine. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On vous spécifie de quelle façon on encode les instructions de type I. Nous avons 12 bits le plus significatif, ça c'est le champ où constante est encodée en code machine et les 20 autres bits encodent tout le reste. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va charger dans le registre S0, comme vous voyez, le contenu de l'étiquette ici, de l'adresse symbolique ici, ce qui va nous donner le code machine dans S0. Je vais quand même exécuter avec pas à pas la première instruction, load word S0 ici. Mais je vous montre là pour comprendre. Regardez, ça c'est adresse ici. Ça c'est l'instruction qui est chargée à l'adresse add immédiate. Ça c'est le code machine correspondant à add immédiate et 0S1 et constante moins 1234. Ça veut dire que ça signifie qu'après avoir exécuté load adresse et adresse ici, donc le contenu de l'adresse ici, c'est le code machine. Ça veut dire que maintenant, après avoir exécuté notre instruction dans le registre S0, on doit avoir le code machine. Observons cela. Donc, j'exécute. Comme vous pouvez voir, c'est load word. Mais ça, c'est pas encore terminé. Donc, comme vous pouvez voir, mon S0 contient l'instruction code machine, mais je vous rappelle que les instructions sont encodées sur 32 bits, 4 octets, mais l'architecture est 64 bits. Les registres sont expriment comme contient 64 bits et donc il faut quand même ajuster la taille de notre code machine sur 32 bits pour exprimer cette valeur sur 64 bits. Notre load, lorsqu'on fait load word, ça c'est, on fait l'extension signée si notre comme unité qu'on manipule en mémoire est plus petite que registre, par exemple, qui est exprimé sur 64 bits. Donc, comme vous pouvez voir ici, ça c'est le code machine sur 32 bits est étendu de manière signée pour former une valeur de 64 bits.
Et c'est bel et bien B2E48413. B, ça c'est la valeur 1010, 1011. Bit le plus significatif vaut 1 et comme conséquence, comme vous voyez, c'est F qui sont utilisés comme padding, donc les 1 pour former la valeur étendue signée. Maintenant, à partir de ce code machine, on va extraire le champ où constante immédiate est encodée. On sait que c'est notre champ immédiat se trouve dans les bits mais ici, il faut, ça veut dire que ça, c'est les 12 bits encodage de notre constante et il faut regarder la référence RISC-V et ça, c'est pour add immédiate, c'est quand même simple, c'est tous les bits sont placés de manière contiguë dans la partie haute de la valeur de 32 bits. Donc, ici, c'est ça, c'est pour chercher les 32 bits, il faut faire le décalage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va décaler à droite. Ça, c'est l'instruction SRAI. Ça, c'est Shift Right Arithmetic Immediate. Donc, constante de décalage, la constante est définie, ça c'est 20 bits. Donc, on va bouger l'information de 20 bits à droite avec décalage arithmétique, et c'est ça, c'est le signe quand même est préservé, c'est le bit le plus significatif et dupliqué dans la partie gauche où les bits après décalage apparaissent. Donc, ici, on regarde qu'est-ce qui s'en donne après le décalage. Comme vous pouvez voir ici, les 20 bits, ça, c'est les 5 chiffres en base 16. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que ici, c'est ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que ces chiffres, comme vous voyez à l'extrémité droite, disparaissent. Et comme vous voyez, les autres bits sont décalés et le bit le plus significatif ancien est dupliqué dans les bits qui sont à l'extrémité gauche. Nous avons formé notre valeur binaire. On a extrait notre champ immédiate. Et maintenant, on va afficher la valeur qui est encodée. Ça, c'est le contenu de notre registre A0. Et on va imprimer maintenant la valeur extrait. Donc, ça, c'est moins 1234. C'est bel et bien la constante qui est encodée dans le champ immédiat. Maintenant, c'est ça, on va traiter la deuxième instruction. On va afficher \n et on va traiter la prochaine instruction, c'est store word. Encore une fois, store word, c'est une instruction de type S pour extraire à partir de l'instruction store word le champ moins 1223, 234. C'est ça, il faut rechercher dans le code machine le champ immédiat, former la constante immédiate, mettre ce champ binaire dans le registre
de 64 bits et par la suite d'afficher le contenu de ce registre. Donc, le format S, store, encode une constante immédiate sur 12 bits, mais dans les deux sous-champs. 7 bits sont encodés dans le champ immédiate c'est de 11 à 5, et les 5 bits sont encodés dans le champ 4, 0. Ça, c'est 5 bits, et par la suite, c'est ça, c'est 7 bits là. Maintenant, il faut utiliser les instructions bit à bit pour pouvoir extraire les champs correspondants et former par la suite notre champ immédiat, quand même comme un seul champ binaire. Comme pour la première instruction, d'abord, on va charger le code machine dans le registre S0. Ça, c'est l'étiquette là-bas, mais comme vous voyez, est utilisée l'adresse comme paramètre de l'instruction load word. Par la suite, on va commencer à extraire le morceau qui est encodé dans les bits de 4 à 0. La première instruction, ça c'est Shift Right Logical Immediate, va comme décaler le contenu du registre S0 qui contient le code machine de 7 bits à droite, mais de manière logique. Logique, ça c'est non signé, ça veut dire qu'on va compléter avec les zéros. Donc, on va sauter le code. Le code, nous savons que est encodé sur 7 bits, c'est ça, on bouge l'information, les bits, pour chercher le premier morceau. Par la suite, la prochaine instruction end immédiate permet de masquer les bits qu'on ne veut pas traiter. Qu'est-ce que ça veut dire masquer? C'est de les rendre à 0 et de préserver seulement la partie qui nous intéresse. Et bit à bit génère comme 1 lorsque les deux bits valent 1 et 0 dans tous les cas. Pour préserver les bits dans le champ qui nous intéresse, ça suffit de mettre les 1 dans la partie qui nous intéresse, les 0 pour tous les autres bits qu'on veut masquer et faire et bit à bit. Donc, on forme la masque. Ça, c'est la constante, comme vous voyez, 1F. 1F. Je vais dessiner ici. 1F, ça va nous donner 0 partout. Par la suite, 0, 0, 0, 1 et F. 1, 2, 3, 4. Comme vous pouvez voir, il y a 5 1 pour vraiment de préserver le contenu de 5 derniers bits. Ça, c'est notre morceau de 5 bits de notre champ immédiat. Et on va rendre à 0 tous les autres bits. Donc, on veut vraiment extraire l'information qui nous intéresse, c'est ce champ. Après avoir fait un immédiate, les bits les moins significatifs, c'est ça, 5 bits, vont contenir le champ 4, 0. Maintenant, on va extraire le deuxième sous-champ, ça c'est 7 bits qui sont codés dans le code machine dans les bits de 11 à 5. On va, c'est ça, c'est encore utiliser l'instruction de décalage arithmétique à droite, mais cette fois-ci, on va décaler de 25 bits pour arriver au champ qui nous intéresse.
Donc, le résultat du décalage, on préserve dans le registre S2. Par la suite, c'est ça, on va maintenant bouger notre champ qui va se retrouver comme dernier champ. Il faut bouger à sa propre place. Ça veut dire qu'il faut mettre l'information sur les bits 11 et 5 pour par la suite combiner ce morceau avec les bits qu'on a extraits précédemment et former complètement la valeur du champ immédiate. Donc, ici, comme vous voyez, on bouge à gauche l'information. Encore une fois, ça, c'est décalage logique non signé. SLL, c'est Shift Left Logical. Le contenu de S2 est décalé de 5 bits. Et la dernière action, on combine les deux champs binaires en utilisant l'opération OR. Donc, les bits, lorsqu'on bouge de manière signée, on ajoute les zéros et décalage à gauche toujours ajoute les bits à 0, c'est-à-dire qu'avec OR par la suite, les deux champs seront correctement combinés. Et maintenant, dans A0, on forme notre champ immédiat dans la partie la moins significative du registre. Ça, c'est 12 bits de notre champ immédiat et par la suite, on utilise cette valeur pour afficher. Donc, on affiche le contenu de notre registre. Comme vous pouvez voir ici, ça, c'est le code qui demande trop d'efforts pour faire peu de choses, mais c'est vraiment la manipulation des bits. Mais ça vous montre les détails de l'encodage de l'information dans le code machine dans l'architecture RISC-V. Voilà. Ça, c'est l'illustration avec pas à pas. Code machine est sauvegardé dans S0. Par la suite, nous faisons décalage arithmétique à droite de 25 bits. Donc, comme vous voyez, on a extrait le champ qui nous intéresse. Ça, c'est D9 qui est là. Par la suite, on a décalé notre D9 de 5 bits à gauche. Mais si on regarde, c'est en fait, c'est pas 8 bits. D9, ça c'est les 8 bits, mais ce qui nous intéressait, c'est plutôt comme 5 bits. Ça nous donne ça et finalement, on combine les deux champs, ce qui nous donne la valeur FB2E. Ça, c'est la valeur en hexadécimal qui correspond à la valeur moins 1234. Et finalement, on affiche le champ immédiat. Je reviens à la présentation. Dans les autres architectures, on parle des codes machine et l'encodage des instructions. Dans RISC-V extension C, on peut compresser certaines instructions sur 2 octets au lieu de 4. Ça complexifie la microarchitecture, mais augmente la densité du code. Dans l'architecture x86, les instructions sont encodées sur le nombre différent d'octets, de 1 à 10 octets par instruction. Les instructions spécialisées sont globalement compactes. Il y a beaucoup d'irrégularités dans cette microarchitecture.
la microarchitecture est complexe et aussi lente, mais ça permet de créer des programmes compacts. Maintenant, on va parler de quelle façon on peut créer des programmes automodifiables. Le code automodifiable ou self-modifying code est créé lorsque on modifie notre programme en cours d'exécution. On change les instructions par les autres instructions. Tout est encodé en forme binaire et stocké en mémoire. Donc, pour la machine, il n'y a pas de différence quel code binaire à interpréter. Ici, on change un code par un autre code binaire. Les circuits vont essayer d'interpréter ce code. Ça, c'est l'idée. On peut écrire et modifier les instructions lors de l'exécution. Normalement, c'est le style à proscrire en général, mais ce style de programmation est utilisé pour le chargement dynamique de bibliothèques, pour effectuer la compression d'exécutables, pour optimiser le code. C'est le compilateur juste à temps qui utilise les principes ce principe de programmation et aussi, bien sûr, que les programmes malveillants, c'est ça, utilisent cette méthode pour corrompre nos données et nos instructions. Aussi, on peut utiliser cette méthode pour le débagage et instrumentation dynamique. Mais avant de passer ça, quelques mots par rapport aux microarchitectures modernes. Les microarchitectures modernes sont superscalaires. Qu'est-ce que ça signifie? Dans les architectures, donc il y a les deux termes, je reprends la phrase, architecture scalaire et architecture superscalaire. Architecture scalaire, normalement, dans ces architectures, on exécute minimum une instruction chaque cycle d'horloge. Pour les architectures superscalaires, on essaie d'exécuter plus qu'une instruction à chaque cycle d'horloge. Donc, on lance plusieurs instructions en parallèle et par la suite, c'est ça, on essaie de les exécuter en parallèle et de cette manière d'améliorer la performance. Dans les architectures superscalaires, puisqu'il y a plusieurs instructions qui sont exécutées en parallèle, les différentes instructions peuvent prendre le nombre de cycles différents pour être complétés et on reçoit les instructions, comment dire, en désordre. Donc, ça ne correspond pas à l'ordre du code qui a été spécifié et il faut s'assurer que par la suite, l'exécution quand même suit l'ordre spécifié dans nos programmes. Lorsque plusieurs instructions sont exécutées en parallèle, il faut préserver l'information sur l'exécution et comme conséquence, ces architectures sont très complexes et c'est ça, en plus pour améliorer les performances, les architectures modernes utilisent le bloc mémoire cache, c'est une petite mémoire très rapide qui est placée sur la même puce que processeur pour améliorer les accès à la mémoire principale. Dans la mémoire cache, on on duplique certaines parties de l'information qui est enregistrée en mémoire principale. Et l'information qui est placée est censée être comme utilisée par le processeur. Ça veut dire qu'on essaie d'anticiper les besoins en information future par processeur.
Donc, ce qui est problématique avec les architectures parallèles et superscalaires, c'est les problèmes de cohérence de cache. C'est-à-dire que plusieurs processeurs travaillent en parallèle sur le même programme, sur les mêmes données. Et donc, si un processeur modifie quelque chose, il faut que cette information soit d'une certaine manière vue par les autres processeurs qui travaillent sur le même problème. Donc, il faut, c'est ça, c'est de regarder la mémoire cache, l'état de la mémoire cache et aussi l'état de la mémoire principale. Donc, c'est ça le problème de cohérence. Dans l'architecture x86, la cohérence des caches est gérée par la microarchitecture, par le matériel, circuit, ce qui rend cette architecture est complexe et moins performante. Dans l'architecture RISC-V et ARM, c'est par programmation, on gère la cohérence de cache, c'est-à-dire qu'on offre les instructions barrière mémoire et les instructions de synchronisation de cache. Pourquoi on a mentionné ça? Parce que on apprend avec vous le jeu d'instructions RISC-V et RISC-V possède ces instructions machines dans le jeu d'instructions qui permettent d'effectuer la barrière mémoire et synchronisation de cache. Et la première instruction, c'est l'instruction barrière. Dans le jeu d'instruction RISC-V, ça c'est fence.i. Instruction fence. Pour nous, il faut comprendre de quelle façon cette instruction fonctionne. Elle garantit que les écritures passées sont visibles par les fetch d'instructions futures. Fetch, terme, correspond à l'action de recherche d'instructions à partir de la mémoire. Donc, mais ici, comme vous avez compris, c'est normalement processeur, dans le cas idéal, cherche les instructions à partir de la mémoire cache. Si l'instruction n'est pas là, dans ce cas, on initie l'accès à la mémoire principale et à partir de la mémoire principale, on amène l'information en mémoire cache et de mémoire cache, on amène l'information au processeur. Donc, fence, ça, c'est .i, garantit que tous les écritures qui sont effectuées avant soient terminées et visibles avant de faire les recherches d'instructions en cours d'exécution. Cette instruction ne possède d'opérande. Ne pas confondre avec fence, ça n'a pas d'importance. Et maintenant, on va regarder avec vous le code automodifiable.s. Pour les codes automodifiables, il faut que ça marche et dans le compilateur GNU et dans le simulateur. Il faut utiliser cette instruction de synchronisation fence-i. Sinon, le système d'exploitation, normalement, protège les espaces mémoire où les instructions sont sauvegardées et ça ne permet pas à nous, utilisateurs, de modifier notre propre code. Pour enlever cette restriction, on est obligé de, je répète, de mettre cette instruction. Donc, regardons le programme suivant. Que fait ce programme? Ici, load immédiate A022, on charge la valeur 22 dans le registre A0. Par la suite, load word A1 ici. Donc, nous avons déjà vu l'exemple d'utilisation de l'instruction
load word, store word, où on spécifie adresse avec un nom symbolique comme opérande. Donc ici, cette instruction va charger, je vais dessiner. Donc, load word doit aller en mémoire et chercher le contenu de l'adresse qui correspond au nom symbolique ici. Ici, comme vous voyez, est associé à l'instruction add immédiate. Donc, ici, après avoir exécuté cette instruction, c'est le code machine de cette instruction qui va être chargé comme contenu du registre A0. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'instruction store, écriture, rangement. Donc, le code machine qu'on vient de charger dans le registre A0 va être écrit à l'adresse qui est formée avec ces deux choses. Je vous rappelle que load word, store word ou load store en général utilise le mode d'adressage, adresse de base, c'est-à-dire que les adresses où on veut accéder, les opérandes qui sont en mémoire sont formées à partir de l'adresse de base et plus le déplacement. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est en forme où on écrit, c'est ça, c'est là-bas et à T0, c'est où? En fait, on va écraser l'instruction qui est écrite à l'étiquette là-bas. Donc, ce code va être modifié par le code machine de l'instruction sur l'étiquette ici. Donc, on va écrire là. Ça, c'est, je crois qu'il y a une erreur. Ça, c'est pas T0, ça, c'est plutôt 0. En tout cas, je vais voir le code. Cet exemple. Automatifiable.s. On va vérifier. Ah non, c'est T0, c'est bel et bien T0. Ah, ça, c'est print int. En instant, je vais changer. C'est assemble all files. Donc, ici, comme vous pouvez voir, c'est ça, c'est on charge constante 22 dans A0. Par la suite, ici, ça, c'est l'instruction add immédiate A0, 0, 10. Donc, on va exécuter pas à pas. Le A0 contient bel et bien la valeur 22. Ça, c'est un 6 en hexadécimal. Par la suite, load word A1 ici. Ça, c'est le code de machine.
Si on regarde si on regarde l'étiquette ici, c'est bel et bien, on peut observer que à l'étiquette ici, là, on a le code machine suivante. Ça, c'est notre instruction. Maintenant, c'est ça, c'est le code machine qui est chargé comme contenu du registre A1. Par la suite, ça, on est ici. Maintenant, on va stocker le contenu de A1 à l'étiquette là-bas. Donc, je vais voir. Exécute. Store word A1 là-bas et T0. Ah oui, j'ai oublié. C'est ça, c'est store word. Si on veut utiliser opérande adresse complet, il faut absolument fournir dans l'instruction un registre intermédiaire. Donc, ça, c'est la pseudo-instruction. Donc, ici, comme vous pouvez voir, nous avons vu ça. Ça, c'est les particularités du risque 5, c'est plutôt comme de cette pseudo-instruction. Donc, comme vous voyez ici, store word, pour charger l'adresse de 32 bits ou de 64 bits, bien sûr qu'il faut, on ne peut pas spécifier adresse complètement et c'est pour cette raison, cette pseudo-instruction doit être effectuée en utilisant les instructions de base. Et ça, c'est l'instruction AEPC et par la suite store word ordinaire. Donc, ici, comme vous voyez, on utilise notre registre T0 qui est fourni dans cette pseudo-instruction comme registre intermédiaire pour compléter l'opération. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, qu'il faut absolument mettre quelque chose comme opérande pour cette pseudo-instruction et il faut spécifier, c'est ça, c'est adressé sur comme 32 bits et spécifié par nom symbolique et l'action, c'est cette adresse. À cette adresse, c'est ça, c'est le contenu de A1 va être écrit à cette adresse. Donc, A1, ça, c'est le code machine correspondant à add immédiate A0, A0, 10. Et maintenant, c'est ça, on va écraser notre instruction à l'étiquette là-bas et on va remplacer l'instruction add immédiate A0, A0, 50 par add immédiate A0, A0, 10. Ce qui va changer le comportement de notre programme. Donc, regardons. Maintenant, ça, c'est notre S, c'est ça, c'est comme vous voyez ici, je vais plutôt comment revenir. Initialement, nous avons vu à l'adresse là-bas, le code machine, c'est 03250513. Mais maintenant, donc, on a modifié le contenu de notre instruction. Donc, notre instruction a été changée. FANCI seulement permet d'effectuer cette opération. Ça enlève la protection mémoire qui est comment implémentée dans notre RARS. Et maintenant, on va exécuter A d'immédiate A0, A0, 10. Ce qui va additionner au contenu de A0 qui contient la valeur 22.
la valeur 10, ce qui va nous donner ça c'est ici. On va afficher. Ça c'est j'ai sauté dans le comment pour imprimer. Il ne fallait pas rentrer. OK. Je vais encore plutôt un instant effacer tout ça. Ça veut dire que ici, comme vous voyez, le résultat de l'exécution, c'est la valeur 42. Si on analyse ici encore une fois notre code, c'est la valeur 22 est chargée dans A0. Par la suite, nous avons remplacé l'instruction là-bas par l'instruction qui se trouve là. Ce qui nous donne, c'est ça, c'est au lieu d'additionner avec 50, après notre modification, on additionne la valeur 22 avec 10, ce qui va nous donner 32 après avoir exécuté l'instruction à l'étiquette là-bas et finalement encore en addition 10 à la valeur du registre A0, ce qui nous donne 42. Et comme vous voyez, c'est bel et bien, on affiche 42. Donc, on a modifié notre instruction en cours d'exécution. Le prochain exemple, c'est le programme getRegister. Dans ce programme, on veut retourner le contenu d'un registre indiqué par son numéro. Donc, encore une fois, on va extraire à partir du code machine le numéro d'un registre et par la suite, on va afficher le contenu de ce registre. Ça, c'est le programme getRegisterS. Donc, j'explique qu'est-ce qui se passe avec ce programme. Comme vous pouvez voir, nous avons une instruction NOP, No Operation. On va réserver l'espace. Et par la suite, c'est ça, c'est on va mettre une instruction move à 0 pour par la suite, c'est ça, c'est accéder au contenu et mettre ce contenu d'un registre dans le registre A0 et par la suite imprimer le contenu. Donc, pour effectuer le travail, qu'est-ce qu'on va faire? On va former à partir de l'instruction source, ça c'est move A0, X0. Vous savez que le registre X0, ça c'est 0 qui est hard-codé dans ce registre. Ce n'est pas le registre modifiable. Mais ici, le code machine de cette instruction, on va utiliser comme instruction source. Par la suite, on va remplacer le champ ou registre qu'on veut transférer, dont le contenu on veut transférer dans A0
est encodé. Donc, on va modifier le code machine de la partie de l'instruction move à 0 x0 et par la suite, cette instruction va être comme placée à l'emplacement de l'instruction NOP pour pouvoir effectuer le transfert et finalement le contenu du registre spécifié par adresse va être affiché. Donc, qu'est-ce qu'on va placer dans le bout du code initial? Dans le registre, c'est ça, avec adresse 12, on place la valeur 42. C'est cette valeur qui va être, ce registre va être sera utilisé pour tester notre programme, c'est-à-dire qu'on va faire get register 12. Donc, on spécifie comme paramètre, comme argument de notre programme, de notre routine get register, on va spécifier l'adresse du registre dont on veut accéder au contenu. Donc, on charge valeur 42 pour tester notre programme. Ici, l'appel de la fonction get register, on charge l'adresse du registre dans A0 et on appelle jump and link get register. Au retour, A0 va contenir le contenu de ce registre et ce contenu, on va afficher avec print int et on va terminer le programme. Maintenant, l'implémentation de get register. Je vous rappelle qu'il existe les conventions appelant appelées qui doivent être respectées lorsqu'on écrit des routines en RISC-V ou dans les autres langages de programmation. La pile d'exécution est utilisée pour préserver des registres selon la convention. Les registres S peuvent être utilisés seulement dans les programmes qui effectuent les appels, donc dans les appelants. Dans le contexte de la programmation, par exemple, en C ou C++ ou Java, c'est seulement la fonction main qui est vue du point de vue utilisateur comme fonction en plan. Toutes les autres fonctions sont appelées. Et lorsque une fonction utilise aussi les appels imbriqués, dans ce cas, cette fonction joue le double rôle appelant et appelé. Donc, les conventions doivent être respectées et vous devez clairement comprendre c'est quel rôle jouent vos fonctions. Donc, getRegister est appelé et si on veut utiliser les registres S, il faut absolument de les préserver dans la pile d'exécution. Donc, ici, comme vous voyez, on alloue l'espace dans la pile. C'est 2 fois de 8 octets. Les registres sont de 64 bits. On est dans l'architecture 64. Et comme vous voyez ici, Store Double Word SD. Donc, on stocke le registre S0 composé de 8 octets à l'emplacement 0SP et on préserve S1 dans la pile d'exécution. Ça, c'est notre prologue et avant de RET, c'est ça, il faut absolument désallouer l'espace et restaurer, d'abord restaurer les registres et désallouer l'espace. Après avoir sauvegardé les registres S0 et S1 qu'on va utiliser dans notre code, qu'est-ce qu'on va faire? On va assurer que notre registre S0 est nettoyé correctement pour par la suite contenir l'adresse du registre. Je vous rappelle qu'il y a 32 registres.
et les registres sont adressés. Pour adresser 32 valeurs en binaire, on a besoin de 5 bits. Ça veut dire que l'adresse de notre registre qui est passé comme paramètre, ça c'est les 5 bits seulement. Et elle est moins significative. Et qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, il faut nettoyer tous les bits, sauf les 5 bits les moins significatifs. Le nettoyage est effectué en utilisant l'opération et bit à bit. Donc, on fait un d'immédiat. Encore une fois, on utilise la constante 1F. Je vous ai déjà écrit que 1F contient 5 bits dans la partie 5 bits à 1 dans la partie la moins significative, ce qui va nous permettre de préserver seulement ces bits et rendre tous les autres bits à 0. Donc, c'est ce qu'on fait et on forme notre paramètre numéro du registre dans S0 de 64 bits. Par la suite, c'est ça, on veut modifier notre instruction move à 0, 0. Donc, registre 0, on veut remplacer par l'adresse qui est spécifiée comme paramètre. On sait que notre registre RS1 est encodé dans le champ en fait, move, notre pseudo-instruction est implémentée avec l'instruction add immédiate. Et il faut regarder, c'est ça, c'est le format immédiat et regarder c'est où le champ RS1 est placé. Donc, ici, c'est ça, c'est notre 5 bits qui représente l'adresse de notre registre doivent être décalés de 15 bits à gauche. Ça, c'est Shift Left Logical Immediate. C'est décalage logique à gauche non signé de 15 bits. Et ça va nous placer les 5 bits à la place correcte. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier notre instruction move à 0, 0, c'est-à-dire que ce A d'immédiat, en fait, qui sera modifié. Donc, on charge le code machine à l'adresse instruction source. Nous avons déjà vu, c'est ça. C'est move à 0 x 0. Et par la suite, c'est ça, on va utiliser OR pour combiner les champs binaires, puisque dans S0, c'est seulement 5 bits qui sont formés, correspond à l'adresse du registre qu'on veut accéder. Tous les autres bits sont à 0. Ça veut dire que l'instruction OR, comme on va faire la mise à jour du champ RS1 pour l'instruction source qui encode l'adresse du registre 0 qui vaut 0. Ça veut dire qu'on va mettre les bonnes valeurs avec l'opération OR à la bonne place. Et finalement, comme vous voyez ici, notre code modifié, code machine modifié sera enregistré à l'adresse instruction D. Ça veut dire qu'à la place de l'instruction NOP. Et par la suite, toutes les modifications sont faites. Il faut utiliser fence.i, synchronisation. Dans RARS, quand même, on peut utiliser sans ça, mais dans la vraie vie, non. On termine notre programme pour la restauration de 2 registres et des allocations de l'espace dans la pile.
notre programme maintenant est modifié. On exécute le code machine qui va nous permettre de transférer le contenu du registre spécifié comme argument et on va le mettre dans le registre A0 et finalement, on va imprimer ce registre. Ça, c'est l'exécution. Comme vous voyez, c'est 42 a été chargé dans le registre 12, adresse 12, ça c'est A2. Et le même résultat qui est la même valeur qui a été chargée, c'est la bonne valeur est affichée, donc tout est beau. Et ici, ça c'est encore l'exécution pas à pas. Donc, S0, comme vous voyez, ça c'est dans S0, c'est notre valeur 12 qui est comment chargée. Par la suite, on fait décalage de la valeur 12 en binaire à la bonne position, ce qui... Oups, ça fait correctement. Donc, c'est la valeur 12, comme vous voyez, a été déplacée à la bonne position dans le registre 0 avec SLLI. Par la suite, on charge le code machine de l'instruction instruction source. Par la suite, on utilise OR pour modifier le champ RS1 dans cette instruction et on charge le code machine modifié à l'adresse instruction D. Par la suite, c'est ça, c'est on restaure les registres des allos l'espace dans la pile et comme vous pouvez voir ici, ça c'est notre instruction add x0. Comme vous voyez, ça c'est notre NOP maintenant a été transformé en instruction add où le contenu du registre 12 est additionné avec le contenu du registre 0 qui nous donne le contenu de 12 est chargé dans le registre A0. Donc, comme vous pouvez voir ici, lorsqu'il y a les tirés, en vrai, comme on a placé, on a remplacé notre NOP par la bonne instruction et finalement, on affiche notre valeur 42 et le programme est terminé. Les programmes modifiables. Ah oui, je vais partager. Les programmes modifiables sont complexes. Vous pouvez voir que c'est toujours, on doit faire les modifications au niveau binaire et c'est en programmation, c'est ça, c'est pour cette raison que cette méthode de programmation, c'est à proscrire. Donc, encore une fois, dans le simulateur RARS, si vous écrivez les programmes modifiables, il faut changer les settings pour spécifier le mode self-modifying.
dans les vrais systèmes, il faut utiliser les appels système pour changer les protections de la mémoire. Maintenant, on va ajouter quelques instructions de l'arithmétique et logique dans le jeu d'instructions pour terminer toutes les instructions. Nous avons vu avec vous quand même, j'ai mentionné qu'il existe les instructions set less than. Ça, c'est les instructions qui ne font pas des branchements, mais plutôt font des comparaisons et par la suite assignent 1 ou 0 en fonction du résultat de la comparaison au registre de destination. Set less than, ça c'est l'instruction de type R. Si RS1 est plus petit que RS2, alors RD est égal à 1, sinon RD est égal à 0. La version non signée, c'est set less than unsigned. La version avec opérande immédiate, set less than immédiate, c'est la version signée. Set less than immédiate unsigned, c'est la version non signée avec l'opérande immédiate. Les pseudo-instructions existent, set less than 0, set greater than 0, compare avec 0 et forme dans RD le résultat 1 ou 0 en fonction de la comparaison. Set SEQ, ça c'est set equal 0, set non equal 0, pseudo-instruction teste l'égalité avec 0. Pour version égale ou différent, donc on peut changer l'ordre d'opérande pour effectuer les calculs. Les instructions 32 bits en RISC-V 64. Donc, RISC-V 64 ajoute des instructions 32 bits. Donc, travaille comme en RISC-V 32. Considère que les 32 bits de poids faible des opérandes et tronque les résultats à 32 bits en ignorant le débordement. Donc, voici dans le jeu d'instructions RISC-64 int les instructions qui travaillent sur les 32 bits. Add word, add immediate word, sub word. Donc, word, ça c'est 32 bits. Double word, c'est 64 bits. Donc, et les instructions avec les multiplicateurs et division, avec les multiplications et division. Maintenant, on va parler des registres d'état et de configuration. Nous avons vu avec vous les registres d'usage général, 32 registres, mais il existe les instructions, les registres dédiés d'état et de contrôle. Il existe, il faut gérer nombreux de détails. Par exemple, connaître l'état du processeur, sa configuration, ses capacités. Aussi, on peut changer ou contrôler le comportement général de l'unité centrale de traitement. Donc, il existe plusieurs variations architecturales. Dans certaines architectures, on spécifie les registres d'état. Aussi, on peut spécifier des registres de drapeaux, registres de code de conditions, registres de contrôle et registres d'état et de configuration. Les registres d'état et de configuration dans l'architecture RISC-V sont nommés et numérotés, possèdent la taille standard de 32 bits en RV32I, 64 bits en R564I, possède les rôles et utilisations spécifiques, mais accès uniforme. Quelques ensembles de registres de contrôle et statut. Dans l'architecture RV32I, compteur de performance matérielle, l'extension F
on a aussi les registres CRC pour les modes et exceptions flottantes, extension 5 avec un mot de configuration, interruption utilisateur pour l'extension N. Les registres compteurs de performance matérielle, Hardware Performance Counters ou Performance Monitoring Counter, compte des événements matériels, sert au diagnostic et à la mesure de performance. Donc, dans risque 5, les compteurs sont sur 64 bits. Les deux registres sont utilisés en architecture RISC 532i. Registre cycle qui contient le nombre de cycles exécutés, time, le nombre d'unités de temps écoulées, insert, instruction, ça c'est inst-ret, ça c'est instruction retired, compteur sur le nombre d'instructions complètement terminées. Les accès au registre de statut contrôle sont simples. Il existe les pseudo-instructions dédiées, read cycle, rd cycle h, rd time, rd cycle. Et dans le programme cycle.s, ça c'est, on vous montre de quelle façon on peut compter des cycles. Donc, dans le programme, on fait une boucle infinie qui affiche la valeur de cycle. C'est la même chose on peut faire pour GNU Assembler. Les instructions d'accès au CSR, ça c'est les instructions que vous voyez, CSR et RW, ça c'est read-write. CSR-RS, c'est read-set. CSR-RC, c'est read-clear. Ou CSR, c'est le nom ou numéro du registre de contrôle et statut est spécifié par numéro est encodé sur 12 bits non signés qui permet de spécifier de 0 à 4095 registres CRC adressés. RD, c'est la valeur loue du CRC read. RS1, la valeur pour modifier. Les versions immédiates de ces instructions, encore une fois les détails, et aussi il y a les pseudo-instructions. En lecture seule, c'est CSRR, read, écriture seule, CSR, write, et les versions immédiates. Dans les autres architectures, on possède de registres d'état, par exemple le flags, dans l'architecture 86. Ce registre possédait 16 bits dans l'architecture 80-86, 32 bits e-flags. Ça, c'est dans 386, 64 bits dans les versions récentes, mais 20 bits seulement sont utilisés. Ce registre spécial n'est pas utilisable directement. Il existe les instructions push flag et pop flag pour manipuler directement flags. L'instruction read PMC lit le compteur de performance dont le numéro est placé dans le registre ECX, ça c'est dans l'architecture x86, et écrit les résultats dans les deux registres EDX et EAX. Et la conclusion, c'est la liste
des dernières instructions qu'on a ajoutées et ces deux instructions. Et nous avons vu les trois exemples. C'est seulement Psycho.s qu'on n'a pas vu. Vous allez regarder cet exemple dans les labs. Qu'est-ce qu'il manque au niveau d'architecture? Ça veut dire qu'au niveau de jeu d'instruction, les extensions F et D pour manipuler les données flottantes et avec double précision. Plus tard, extension A, instruction anatomique et autres extensions ne sont pas au programme. Et ça, on va continuer. Le prochain sujet, c'est les routines, récursivité, programme, bibliothèque, pointeur de routine, paramètres dans la pile et variables locales.